Bon matin, les filles! Allô? Avez-vous Bon matin. avez-vous bien dormi? Petite nuit, je te dirais. Steph est avec moi, mais Bien dormi. tu mais t'es couché avant plus- moi, c'est sûr. Un peu, oui, probablement. Parce que On quand la, enregistre, quand la victoire a fini sa job, ben celle des journalistes commence. C'est Donc, ça. je calculais en m'en venant ce matin que le match a été plus long que ma nuit de sommeil. Et même que j'ai passé plus de temps dans ma voiture pour aller au match, revenir et venir travailler que la durée de ma nuit de sommeil. Fait que, mais pas grave. C'était le Parce fun. qu'on enregistre mercredi matin, Ouais. le lendemain du fameux match de 3 prolongations. Ouais. Ben, quasiment la même journée, juste. Ben, c'est ça. Presque. Au moins, Ouais. c'était pas 4, hein, les filles. Ça aurait pu être Ben, pire. c'est ça, Ça aurait j'avais pu un, être peu, pire. j'avais un peu un traumatisme de l'an dernier. On était ensemble, Steph, sur la galerie de presse avec Isabelle Leclerc puis nos amis de la presse, RDS et tout. Oui. Puis c'était le fun quand même. Là. Oui. C'était drôle, c'est juste que je suis arrivée, j'ai jinxé, comme on dit, hein? Oui, toi et une autre collègue Catherine Hervé-Pinard. qu'on ne nommera pas de la presse, Catherine Hervé-Pinard. Les deux ont dit, avant que le match commence, le mot en P qu'on ne dit jamais, évidemment. On comme parle ne de dit jamais prolongation le et non mot- pas autre Oui, chose. oui, le mot en P, prolongation. Comme on ne dit jamais le mot blanchissage pendant que le match... C'est le mot, Est on peut en dire cours, ouais. 0 but, mais on ne Ah dit ouais? pas le mot Mon Dieu, je blanchissage connais. parce que sinon, jinx, et là, tout de suite, je me suis retournée vers les deux, j'ai dit, les filles, vous venez de le jinxer. Ouais. Mais Qu'est-ce là- qui est arrivé? Et voilà. Donc, Mais on c'était un peu, s'excuse aux gens. Ouais, il y a eu prolongation de premier match, puis là, c'était un match plus serré, mais il y avait un peu un choc post-traumatique de l'an dernier, le deuxième La fête match des contre Ottawa, qui s'était rendu en 4e période de prolongation. Le dimanche à la fête des mères, vous en souvenez, le match était à midi avec tout le monde, c'était prévu un beau souper. Moi, j'avais du homard qui m'attendait avec mes enfants. Finalement, ça a fini avec de la pizza tiède, sa galerie de presse, tout le monde a manqué son souper. C'est juste que là, le match qui commençait à 7 h. Fait que c'était un peu plus tard, puis c'est le moment où il y a eu ce but. Tu sais, sa galerie de presse, on est neutre et objectif. J'avoue qu'il y a eu une réaction de tout le monde. Oui. C'est un peu une délivrance aussi, parce qu'à un moment donné, moi, je pensais au balado ce matin, et le texte que je devais écrire et la conférence de presse. Puis on va en reparler plus tard, mais c'est sûr qu'en même temps, on aime le sport. Moi, je fais ce job-là pour les émotions que le sport nous procure, pour les histoires derrière le sport. Puis il n'y a personne qui peut rester indifférent face à ce scénario incroyable. Oui. J'ai tellement parti tard que j'ai croisé Laura Stacey en partant. Mais pas en partant, non, en bas. J'ai sauté de bonne fête, mais c'était même plus sa C'était fête. fini, exact, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous excuser si jamais vous faites des lapsus ou vous déparlez. On apprécie. On s'il va vous plaît. commencer ça tout de suite pour que vous puissiez retourner vous coucher après. C'est Yes. l'épisode 22 de Changement de ligne. Donc là, la série Montréal-Minnesota est à égalité, 1-1. Hier, c'est Marie-Philippe qui a donné la victoire à Montréal après une 3e période de prolongation. Donc là, un match hier où est-ce qu'il y a eu 5 périodes sans but, alors que le premier match a terminé 5-4, 2 matchs complètement aux antipodes. C'est quoi les ajustements que Montréal a fait pour en arriver là? Moi, je pense pas vraiment là, justement. Je pense que c'est plus normal cette série-là. Puis, tu sais, après le match, Corey Chevrier, elle a dit on s'attendait plus à des matchs 0-0. Ouais. Et Anne-Renée a dit j'étais pas inquiète, ça m'arrive pas vraiment souvent de connaître 2 mauvaises performances de suite. Et Steph, c'est quoi que tu me disais hier à sa grille de presse? Steph, elle aime ça, les chiffres, hein? La loi de la moyenne à un moment donné. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, les probabilités, tu sais, on se disait, bon, Minnesota, Montréal avait battu Minnesota les 4 fois. Évidemment, tout le monde connaît les statistiques incroyables d'Anne-Renée. Puis là, c'est quoi les chances qu'à un moment donné, il n'y ait pas une performance? Il avait récolté des points dans 17 des 18 derniers matchs, quelque chose comme ça. Tu dis, la loi de la moyenne fait qu'à un moment donné, ils vont en échapper un. Ils vont, tu sais, Anne-Renée va en donner 2, peut-être au moins 2 sur les 5. Ouais. Bon, en bon hockey, on dit, elle aimerait revoir. Mais Montréal Fait- n'avait jamais accordé 5 buts Non, exact. en 3 saisons. Ouais. Donc, fait que, tu sais, c'est le genre de choses qui, tu dis, bon, ça va arriver. Puis Montréal entrait dans les séries, une victoire, 6 défaites. Tu sais, c'est impossible de ne pas le prendre en considération. Ouais. C'est là, tu sais, back of your mind, là, c'est présent, ça te dérange. Ça dérange assurément une Corey Chevrier. Ça dérange toute l'équipe. Donc, on veut passer par-dessus. Tu sais, cette première victoire-là en série, elle est tellement importante. Puis là, ben ça s'est pas déroulé comme
les 18 matchs ou à peu près avant. Donc là, c'est sûr que là, tu es rendu 1-7. Tu es à la maison. Tu sais très bien que tu peux pas partir 0-2 pour t'en aller au Minnesota. Puis oui, il y avait peut-être un peu moins de monde à la Place Belle, là, environ 7500, ce qui est quand même bien, mais dans le sens que la foule était quand même très, très... Surtout en prolongation, même si tranquillement on voyait. Il y avait des familles qui faisaient, ben là, c'est... Il y a de l'école. Parce qu'on va aller se l'école coucher, où, tu sais, là. on travaille, puis bon, c'est pas tout le monde qui habite à 10 minutes de la Place Belle non plus. Mais, tu sais, l'énergie s'est maintenue, mais... Ouf! Mais moi, je pense soulagement, mais... Soulagement. Parce que même Pour tout le moi, monde. tu sais, comme je vous dis, oui, on est objectif, mais il faut que Montréal compte. Puis là, je le dis, objectivement, c'est pas partisan. C'est juste que mon travail de suivre l'équipe, c'est sûr que notre job est plus fun, premièrement. Hier, je me disais, mon Dieu, s'ils perdent en prolongation, qu'est-ce que ça va être dans la conférence de presse? On sait que des fois, dans le passé, il y a eu des moments tendus avec Corey Sherry. Je me disais, mon Dieu, j'ai pas le goût de vivre ça. Puis aussi, tu sais, je veux dire, c'est le fun que c'est la victoire de Montréal. Fait que s'ils se font éliminer rapidement, ben je m'en vais couvrir du tir à l'arc, ça me tente moyen. Mais c'est juste que, moi, ce que j'ai aimé, la grosse différence hier, ça a été les gardiennes de but. Incroyable. Puis, il faut dire, puis la foule au centre, la Place Belle est quand même cool parce que Maddie Rooney a eu la 3e étoile. Il n'y a eu aucune huée. Tout le monde l'applaudit. Elle a fait quoi, 52, 53 arrêts, quelque chose comme ça? 51, tu sais, 50 arrêts, ouais. C'est quand même incroyable. Anne-Renée Desbiens aussi a été incroyable. Et moi, ce qui m'a surpris, puis Corey Chevry l'a mentionné en conférence de presse, elle dit plus le match avançait, meilleure la victoire était. Elle a raison. Et là, moi, je me suis dit, hey, à prolongation, j'ai eu peur. Ben, je me dis, hey, là, ils vont arriver stressés. Tu sais, la peur de perdre. Sentir que, tu sais, mettons, si Montréal avait perdu, tu retournes au Minnesota avec un retard de 0-2, là, c'est terminé. Mais là, elles sont arrivées, puis elles étaient tout le temps dans la zone offensive, elles étaient confiantes. J'ai été vraiment impressionnée par la gestion des prolongations de la part de la victoire de Montréal. Donc, le premier match, vous mettez ça un peu sur le dos de la nervosité, il fallait qu'il y en ait une de même. Oui, Ben, c'est ça, ça arrive. Il fallait pas, mais les probabilités que ça arrive, oui. Était là. J'ai quand même la misère à... Ben, je peux pas dire l'accepter parce que j'ai rien à accepter, là, mais dans le sens que j'ai quand même la misère à comprendre. Malgré tout, tu sais, bon, des humains, ça performe, c'est des Montréal sportifs, aurait dû mais gagner, moi, je dis. Montréal aurait dû... Tu sais, c'est de la manière qu'elles sont sorties que le match de samedi... tu sais, tu sors en première période, tu es à la maison. On a dit à quel point elles étaient dominantes à la maison. Nonobstant, bon, tu sais, oui, le retour de Marie, blessure, on le sait qu'elle n'est pas à 100%. Puis, tu sais, l'équipe est devenue meilleure, ont vraiment été la meilleure dans les 2 prolongations hier soir. Le match était assez even quand même. À un moment des donné, deux côtés, c'était mais comme plus ça allait. C'était genre 22-22 les tirs, Ouais. 27-27. C'était... Ouais. Puis c'était là, vraiment- les prolongations ont commencé. Puis honnêtement, moi, j'ai trouvé Marie-Philippe plus à l'aise plus le match avançait. Ben, c'est ça que... Donc, tu sais, oui, il y a eu la petite peur quand ça a été long avant qu'elle se relève en 3e après une chute un peu drôle là, sur le long de la bande, dans le sens tomber un peu d'une manière un peu spéciale, mais c'est là qu'il est allé. Donc, qu'est-ce qui fait que la première période, les séries éliminatoires, après avoir gagné un match en 2 ans, tu sors pas? C'est là, moi, l'inquiétude que j'ai eue, nonobstant tout ce qu'on peut dire au niveau probabilité. Là. Mais tu sais, en même temps, on avait parlé avant le début des séries éliminatoires. Montréal, ça faisait quoi? Un mois, un gros mois et plus qu'elles jouaient des matchs, mais qu'elles savaient qu'elles étaient qualifiées pour les séries éliminatoires, qu'elles allaient presque Un ou assurément deux. finir 1 ou 2. Ils n'avaient pas cette pression-là. Donc, cette pression-là, ce match en lendemain, t'as bien beau te le dire, hein, on joue chaque match comme si c'était un match numéro 5, mais oui, mais concrètement, Humainement, on le sait. c'est pas la même chose. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu cet ajustement-là. Je pense que c'est peut-être une bonne nouvelle, finalement, qu'Anne-Renée Desbiens a eu. Tu sais, c'est elle qui l'a dit, une mauvaise performance. C'était pas épouvantable, mais ce n'était pas la Anne-Renée Desbiens qu'on connaît et qu'on a vue depuis 2 ans et demi. Puis après ça, ben là, hier, c'était elle. C'était la vraie Anne-Renée Desbiens. Parce que, tu sais, premier match, c'est pas normal qu'une Laura Stacey marque un tour du chapeau puis que tu perdes quand même. Ben, c'est ça. Puis justement, il y a Joël Arthur Tremblay qui nous a écrit après Hey, le Joël, premier il match. m'écrit beaucoup, Joël. Ben oui, ben c'est parfait. Après le premier match, il nous a écrit parce qu'il trouvait que Anne-Renée avait l'air de s'être blessée pendant le match. Ça, c'était mystérieux. Ouais, parce que tu l'as remarqué toi aussi, Christine. Oui, à un moment donné, elle fait un déplacement latéral, puis tu vois qu'elle a l'air d'avoir mal. Et là, les séquences d'après, tu sais, elle tarde à se relever. Puis quand la 3e période a terminé à la fin du premier match, ben, elle restait vraiment en boule. Puis on a vu à l'écran qu'elle pleurait. Puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle est revenue en prolongation. Elle s'est débrouillée correctement.
Puis moi, j'étais comme, hey, elle est blessée. Puis surtout, on se disait, Steph, si Anne-Renée est blessée, c'est terminé. Là, je veux dire, oublie ça, c'est un abstraiteur. Là. Puis finalement, c'est bien mystérieux. Elle a pratiqué. Là, on est quel jour aujourd'hui? Le mercredi. Donc lundi, elle a pratiqué, mais elle n'a pas été rendue disponible pour les médias. Puis hier, elle était là, puis elle était bien en forme. Fait que je sais pas. T'sais, probablement, comme on dit, la majorité des joueuses ne sont pas à 100%. Est-ce qu'elle a mal quelque part? Est-ce qu'on a fait un traitement? Est-ce qu'il y a des petites infiltrations? Je sais pas. Mais hier soir, c'était hyper rassurant de la voir comme ça. Ouais, dès le début, on voyait qu'elle était à l'aise, en contrôle. Tu sais, une Anne-Renée, là, elle gère la situation autour de son elle rit, filet. elle fait un arrêt, puis elle regarde les filles, puis elle trouve ça drôle, puis c'est Anne-Renée. Elle était lousse. Elle est très décontractée. Oui. Souvent, elle regarde aussi au Jumbotron. Des fois, il y a comme c'est ça. Elle regarde, mettons, les partisans, des trucs de même. Tu sais, des fois, tu le vois qu'elle est dans le moment, là, tu sais, qu'elle apprécie Puis ça. c'est ça, la différence aussi. Puis Marie-Philippe en a parlé. C'est comme le moment était hyper tendu, là, je veux dire, pour tout le monde. Mais les joueurs, tu voyais qu'ils étaient focus, mais il y avait du fun. C'était comme, il y a comme une légèreté en même temps. Puis ce que Marie-Philippe a dit dans les vestiaires entre les périodes, puis on lui a demandé, tu sais, on dit tout le temps, hey, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est dit entre les périodes pour que vous sortiez aussi fort? Mais elle dit oui, on prenait notre souffle un peu. Là. Je sais pas si on pris du jus de pickle ou de la moutarde. Des moutardes. Mais elle dit, on dirait que tout le monde souriait, puis il y avait comme une confiance puis une assurance qu'on allait réussir à aller chercher ce but-là. Puis là, quand tu voudras que je parle de Marie-Philippe Poulin, là, je vais être prête. Ben, écoute, j'allais y aller avec Thierry Soucy qui t'a écrit hier pendant le match. 2 fois pendant le match. Exactement. Il nous a écrit parce que, pour parler du premier trio, qui, encore une fois, est utilisé à outrance, alors qu'il souligne il y a des joueuses qui ont pas plus que 10 minutes dans l'équipe. Puis on l'a vu dans les séries, dans les 2 premières séries que la Victoire, dans laquelle la Victoire a participé les 2 premières saisons. Ça n'a pas fonctionné là, de faire jouer seulement le premier trio. On va revenir sur Marie-Philippe, là, mais le temps de jeu. Est-ce que vous trouvez que Corey Chevery apprend pas des erreurs du passé? C'est moins pire. Parce que je pense quand il m'a écrit, là, je sais pas si c'était après la 3e période, après la première période de prolongation, là, d'emblée, tu faisais, OK, le premier trio a vraiment plus de temps de jeu. Mais je trouve que les joueuses, les entraîneurs se sont quand même ajustés. Où on a vu une Catherine Dubois, Alexandra Labelle, Jade Daniel-Landry avoir plus de temps de jeu, parfois en prolongation, des filles qui avaient jusque-là, en 3 périodes, même en 5 périodes, je pense qu'elles étaient rendues à 13 minutes. Mais là, quand elles ont sauté sur la patinoire, chaque fois, elles ont eu des chances de marquer. Oui. Mea culpa. OK, on va prendre une seconde de silence. Je peux faire mon mea culpa. Dara Gregg. J'avoue que hier... en prolongation, elle a eu des chances de marquer. Extrêmement bonnes chances de marquer. C'est arrivé dans le passé, à la fin de la saison, que des fois, il y avait des chances de marquer, mais genre le but ouvert, puis je pense que mon enfant de 7 ans aurait marqué. Non, je niaise, là. Mais hier... Ça, c'est ton mea culpa si tu l'insultes encore plus. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que hier, Dara Gregg, en prolongation, elle a été excellente. En fait, je peux pas... Il n'y a pas grand monde en prolongation que je peux dire « ça n'a pas été bon ». Ambrose, que dernièrement, j'ai dû ralentir énormément. Puis le premier match, je la trouvais... qu'est-ce qu'elle faisait souvent? C'est on dirait qu'elle avait tellement peur de se faire déjouer, de se faire shifter en quelque sorte, qu'elle restait en retrait puis elle n'allait pas directement sur la joueuse. Là, hier, j'ai revu des réflexes en prolongation. Erin Ambrose face à Taylor Heise qui réussit à bloquer son tir. Nicole Gosling. C'est sûr que si tu dis répartition du temps de jeu, là, celle qui a joué le plus, c'est combien qu'elle a joué, le 30? Elle était rendue à 30. 40. Non, je pense qu'elle a quasiment 40. Ouais. Nicole Gosling, là, j'avais l'impression, honnêtement, qu'elle était tout le temps sur le jeu. Genre, je clignais des yeux, elle revenait. Puis Laura Stacia aussi, à un moment donné, elle était sur 2 trios. Mais elles avaient du jus, puis c'était tes meilleures joueuses. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, en prolongation, là, tu vas couper un peu ton banc. T'as pas le choix. Mais c'est pas comme l'année passée où... Il y a des filles qui n'ont pas de chat à glace pendant 2 périodes. Il n'y a pas eu ça. C'est pas arrivé, exact. Là, l'utilisation de Marie-Philippe Poulin. Vas-y, Christine. Là, c'est parce que Steph n'était pas là au match de dimanche, là, c'est ça? De samedi, non, j'ai vu c'est ça. Mais non, mais c'est ça. On disait, c'est samedi, quand Marie-Philippe était là, on fait... Premièrement, c'est assez évident que sa jambe droite est vraiment plus grosse que sa gauche. Ce qui nous laisse penser qu'elle a une orthèse, un attelle. C'est pas vraiment... Tu sais, le dernier match, le match numéro 1, tu voyais qu'elle restait en retrait. C'est pas la fille qu'on connaît. Pas la même mobilité, mais en même temps, elle a fait quelques petits jeux vraiment importants, intelligents sur les buts de Laura Stacy. Mais là, hier, déjà, j'étais comme, OK, c'est quand même beaucoup mieux, un peu plus mobile, un peu plus impliqué. Mais là, arrive ce moment, c'était-tu en 3e période? C'était en 3e période, à l'entrée de zone. Elle tombe le long de la patinoire, elle tarde à se relever. Puis tu as 2 joueuses, même, du Minnesota, qui l'aident à revenir au banc. Elle a de la misère, puis à un moment donné, elle pousse une joueuse du Minnesota, genre, je suis correcte, laisse-moi tranquille.
elle a de la misère à aller au banc. Là, on se dit, oh, ça va pas bien. Puis là, elle est juste assise comme d'habitude au bout du banc. Elle regarde même pas la trainer, la physio ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, t'as genre Abby Rock qui tape un peu dans le dos. Moi, c'était genre, regardez-moi pas. Puis on dit, vas-tu revenir? Elle est revenue. Puis là, En fait, puis là je sais, elle est allée comme... pendant une pub. Là. Puis là, finalement, plus la prolongation avançait, Ouais. plus elle patinait, Ouais. mieux elle jouait. Puis, tu sais, avant le début des séries éliminatoires, elle avait dit, tu sais, je suis pas à 100%, c'est encore une situation que je gère, mais le mental et le cœur, ils sont. Pierre, en conférence de presse, je lui ai ramené un peu cette citation-là dans sa face. Non, mais j'ai dit, tu m'avais dit, on l'a tous vu. Hein. Comme dans le fond, je voulais dire, contez-nous pas d'histoire. Là. Tout le monde a vu à la télé, nous sur place, que tu t'es fait mal, puis que ça allait pas bien. Mais malgré tout, tu es revenu sur la glace, tu as été impliqué, tout à coup, tu étais plus mobile, tu t'en vas marquer ce but-là. C'est quoi qui a fait la différence? C'est le cœur, le mental, ou elle dit comme c'est un peu des deux. À un moment donné, tu regardes les partisans, tu regardes tes coéquipiers, tu regardes ton logo, puis en bout de ligne, ben tu dis j'ai confiance, puis le cœur va faire la job. Puis quand je te dis le scénario incroyable, c'est que, tu sais, j'avoue qu'on a souvent dit Marie-Philippe Poulin à 70 t'aimes mieux l'avoir, ou à 60 t'aimes mieux l'avoir dans ton alignement. Et là, depuis qu'elle était revenue au jeu, je me suis questionnée des fois. Je me suis dit, est-ce que ça aide vraiment? Parce qu'elle avait vraiment de la misère, puis elle bougeait pas tant que ça. Puis après ça, tu te dis, ça va au-delà de la mobilité ou de ses virages, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a fait hier soir? C'est ça qui justifie sa présence. Au pire, là, elle n'a pas fait un double chiffre comme Laura Stacey, Marie-Philippe Poulin. Là. Non, elle pouvait pas. Mais le one-timer là, qu'elle a fait, sa présence sur le banc, sa présence dans le vestiaire, puis le one-timer qu'elle a fait, puis aller chercher ce but-là en prolongation, comme elle l'a fait des dizaines de fois au courant de sa carrière, c'est pour ça que tu as besoin d'une Marie-Philippe Puis on Poulin. s'en est parlé, Steph, après le match numéro 1, donc avant le match numéro 2, on se demandait, tu sais, ça vaut-tu la peine de faire jouer Marie-Philippe autant que ça comparativement aux autres joueuses? C'est sûr que avant le match d'hier, peut-être que tu avais une opinion X, là. Est-ce que ça a changé? Mais il gère dans ce qu'elle est capable d'apporter, il faut que tu la gères pour les moments importants. Est-ce qu'à un moment donné, de sauter une présence... C'est ça qu'elle a fait hier. Puis c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, tu sais, à un moment donné, on a l'impression qu'elle a sauté une présence potentiellement quand elle s'est blessée. Puis là, il y a eu une publicité, une pause publicitaire. Donc, on l'a vu, là, elle est allée sur la glace, elle a testé, elle a fait des petits S pour voir comment qu'elle était. Elle est revenue dans l'avantage Elle numérique. est revenue, exactement. Donc là, on se disait, bon, avantage numérique, elle n'aura pas besoin de trop patiner. Puis effectivement, tu sais, des fois, tout dépendant de la nature de la blessure exacte, ben des fois, tu tombes, puis ça peut être douloureux sans nécessairement aggraver Je pense qu'on quelque chose. est là, elle. Fait- Ouais. Donc, le fait même de continuer à patiner, de lui donner des répétitions, il y a quand même une partie qui va l'aider potentiellement. Puis là, on est toujours dans le conditionnel, mais à dire, ben là, tu sais, on devient plus à l'aise avec l'orthèse. Tu sais, un orthèse au genou, au hockey, c'est pas wow, là. Tu sais, ça permet évidemment à la jambe de bien rester stable, mais c'est gros, là, compenser. Il est gros, son genou. C'est pas une petite orthèse, là, dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'être un orthopédiste renommé pour savoir qu'elle a une jambe un tiers de plus grosse que l'autre. Donc, il faut la garder pour ces moments-là. Puis de toute façon, ils jouent à 13 attaquantes. Donc, ils sont capables de temps en temps de la remplacer. Puis ils l'ont fait pendant, 8 matchs qu'elle a manqué ou 9 matchs. Donc, ils sont capables de le faire. Mais tu peux pas te priver de sa présence, de ce qu'elle apporte. Ça, c'est certain, mais il faut... Puis en même temps, tu peux pas le dire d'un coup qu'on se rend en prolongation, parce qu'on va demander à nos collègues de ne plus dire le mot prolongation avant le début des prochains matchs. Mais tu peux pas dire, si je me rends en prolongation, il faut qu'elle ait du jus. La game, tu la gères par petits blocs en général. Là. Donc, c'est là qu'il faut aller. Mais c'est juste qu'elle a tellement en même temps... En fait, on en parlait ensemble, c'est la facette du jeu où on le voit le plus présentement, c'est défensivement. Parce qu'offensivement, je veux dire, elle fait pas exprès pour aller dans les contacts sur le bord de la bande. Elle reste prudente, elle est bien positionnée. Laura Stacey fait la job dans le fond de territoire, puis Marie-Philippe est positionnée pour recevoir la rondelle. Mais défensivement, quand c'est le temps de back-checker puis d'aller dans un duel ou la couverture, mais ça revient aussi, j'ai l'impression aussi une question de timing. Mais elle est tellement intelligente, elle a tellement d'expérience que je pense qu'elle est capable, elle-même présentement, est en train de jauger, OK, ma douleur par rapport à la gestion du risque et tout. Mais est-ce que tu... c'est pas moi qui anime, là, mais est-ce que Steph peut faire un meilleur culpa aussi? Ça va dépendre pourquoi. Parce que, tu sais, là, on a souvent critiqué Abby Rock, là. Oui. Puis là,
au début, je pense, des prolongations, tu as dit, je sais plus quoi, si on se rend en 3e, 4e prolongation, Abby Rock, genre, effectivement. respirateur, finalement. Ouais. Là, je veux juste Attends, dire, je comprends pas. respirateur. Parce qu'elle disait, tu sais, Abby Rock, elle sera pas capable de suivre. Ben, tu sais, c'est pas souvent- la plus en forme, puis on l'a vu Non, mais d'ailleurs, souvent- ça a été difficile. Hey, arrête. Deuxième, moi, je vais me fâcher. Deuxième prolongation, avait l'air plus en forme en deuxième prolongation que pendant toute la saison au complet. Ben, ça dépend, il y a certaines présences que c'était pénible. Là. Ouais, mais comme Lina Oui, Youngbloom puis d'autres. Non, mais Oui, c'est oui. que moi, j'ai vu une intensité d'Abby Rock en prolongation qu'on n'a pas toujours vue. Oui, ben il y a eu des petits bursts, oui, assurément, mais tu sais, Abby Rock, elle a tendance à allonger ses présences, ce qui est pas une bonne chose. C'est souvent la dernière qui débarque de la glace, toujours. des 3. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Puis il y a beaucoup d'éléments, tu sais. Puis là, on pourrait regarder, découper le match et regarder Mais son énormément de choses. intensité. Mais en général, c'est pas tant l'enjeu d'intensité. Pour moi, c'est pas tant ça, c'est sa capacité à suivre à certains moments parce qu'elle étire trop. Elle étire vraiment C'est trop vrai. ses présences. Mais tu sais, ça alors passe- que Marie, ben, tu as vu que. Puis en même temps, quand tu as joué avec Marie-Philippe puis Laura, on l'a toujours dit, c'est le meilleur environnement pour elle. Parce que, premièrement, elle a des gens pour finir les jeux. Mhm. Donc, il y a moins de frustration. Tu le vois quand elle est frustrée parce que là, elle s'implique moins. Mais considérant que là, elle joue avec ses chums, je veux dire ça, puis tu sais, des filles qui sont capables de compléter ses jeux. Puis on l'a vu parce que ben, le tir, c'est un tir exceptionnel. Ouais, mais là. la passe. Mais la passe, Ouais. tu sais, c'est une passe bord en bord, là, complètement, avec une joueuse en mouvement. Et on appelle ça tee-up, là, tu sais, dans le sens qu'elle était parfaitement placée comme un coup sur un tee au golf. Puis Rooney avait aucune chance, mais c'est une passe de qualité mondiale là, qu'elle lui a fait directement sur la palette, ce qu'elle n'avait pas personne pour compléter dans les dernières semaines parce que Marie n'était pas là. Ben, c'est aussi qu'on a droit à une Abby Rock des séries, chose qu'on n'avait pas Oui. vue avant. Ouais. Après le premier match, les filles de cette série-là, je pense qu'on avait déjà assez de choses à dire pour 2 épisodes, entre autres à cause de Brita Curl. Brita Curl, cette Oh là joueuse là 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 qui a la place belle. favorite. Hey, la place belle aime donc haïr cette joueuse-là. Il l'aimait Euh, déjà pas, là. Elle en a rajouté. Exact. Puis d'ailleurs, tu disais, Christine, qu'au match hier, il y a drôle. des partisans qui s'étaient dessiné C'est un drôle. œil au beurre noir parce que c'est Brita Curl qui a Mais- causé l'œil au beurre noir de Abby Rock. Oui, parce que là, on a vu la séquence avec Willoughby, mais pendant ce match-là aussi, puis ça, on l'a pas vraiment vu, c'était comme un rififi devant le filet. Les joueurs se chamaillaient. Puis c'était très subtil, si vous voyez la reprise. À un moment donné, t'as Abby Rock, on la voit de dos, puis elle disparaît. Ça, c'est parce que Brita Curl l'a pris par la grille, a brassé ça, puis là, sacré à terre. Donc là, arrive à la conférence de presse, Abby Rock, elle a l'œil au beurre noir, la face arrachée au complet. Et hier, c'était magique. Il y avait plein de partisans qui s'étaient dessinés un œil au beurre noir. Fait que, tu sais, je trouve que... Moi, je dois dire qu'en tant que joueuse de rugby qui a eu plusieurs yeux au beurre noir, ou Ouais. plusieurs yeux, en tout cas, whatever, vous comprenez, et qui a vu plusieurs yeux au beurre noir chez mes coéquipières, on dirait qu'à chaque fois que je voyais une publication sur les réseaux sociaux, après ça, j'étais comme, OK, là, ça va, là, c'est un œil au beurre noir. madame. Mais c'est vrai que ça arrive moins souvent au hockey, mais Ouais. Parce qu'il il faut faut dire- protéger. Mais oui, mais Ophélia il faut dire que Abby Rock, si les gens remarquent, tu sais, elle a sa ganse est lousse. de castre et lousse parce qu'hier, à un certain Elle l'a moment, encore. sur une entrée de zone, elle s'est fait frapper puis elle a perdu son casque. Mais T'es en train de dire qu'elle couru après, là? Ouais, c'est ça. On blâme la victime. Non, j'aimerais dire qu'elle ne suit pas la réglementation de la sangle. OK, arrête de donner des arguments à Brita Curl Bon. pour se défendre devant... Ben là, Oh. revenons à notre chère Brita Curl qui a été expulsée du match numéro 1 Ouais. pour un coup à la tête sur Willoughby. Puis finalement, elle a écopé d'un match de suspension. Donc, elle n'était Ouh. pas au match d'hier. Certains diraient presque 2 matchs, vu que c'était 5 périodes et demie. Oui, ben, c'est un très bon point. Steph, est-ce que tu es d'accord avec cette conséquence-là? Ben, c'est sûr que, Abby Rock, si les gens remarquent, tu sais, elle a sa ganse de castre et lousse parce qu'hier, à un certain moment, sur une entrée de zone, elle s'est fait frapper puis elle a perdu son casque. Mais T'es en train de dire qu'elle couru après, là?
On dit toujours qu'il y a un livre, un rulebook pour les séries. C'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps dans la LNH. Puis ils disent toujours, considérant que les séries, c'est plus court, un match, c'est comme 2 en saison régulière. La Ligue, elle est jeune, donc il y a peu de précédents d'ajouter des conséquences. Est-ce qu'une joueuse avec son pedigree négatif aurait dû juste avoir un match? Moi, je pense que non. Elle est connue pour ça. Elle a eu des amendes, elle a eu des punitions majeures déjà. Donc, ça aurait dû être 2 matchs parce qu'en même temps, c'est toujours une question de culture qu'on veut bâtir. Donc, si c'est un automatique 5 minutes coup à la tête, à ce moment-là, si ça se répète, il doit y avoir une conséquence plus importante. Donc, est-ce qu'ils ont suivi? Est-ce qu'il y a déjà une gradation automatique? Là, c'est dur à savoir parce que des fois, au niveau de l'arbitrage ou même des règlements, on est un peu dans le néant. Donc, je pense que ça aurait dû être 2 matchs. On a vu des coups pires que celui-là. C'en est un, coup à la tête. On en a vu avec des élans, pas nécessairement par Britt Tucker, mais par d'autres. Mais en même temps, le message à envoyer, c'est on n'en veut pas. Qu'on soit en play-off, qu'on soit le premier match de la saison, on n'en veut pas. Puis en même temps, ça n'envoie pas un message super fort en sachant que tout le monde dans la Ligue connaît son talent, mais connaît aussi sa propension à avoir cette problématique-là à la Brad Marchand dans ses premières années. C'est surtout la manière que ça a été fait parce qu'elle a reçu une mise en échec de Catherine Dubois qui était complètement... qui était correcte, là, qui avait pas... Oui. Exactement. Puis là, c'est après ça... Comme aller se venger. C'est ça. Tu vois, il y a comme un moment où est-ce qu'elle était comme pas contente de cette mise en échec-là. Puis c'est comme si elle avait voulu aller se venger directement sur Willoughby 10 secondes plus tard. Tu la vois comme elle arrive, puis vraiment, elle y va direct. Elle joue pas la rondelle, là. Elle va direct avec le coude. Tu sais, Jeff, tu disais, il y a un livre des règlements pour les séries. Moi, on dirait que j'ai envie de dire qu'il y a un livre des règlements pour Britt Tucker. Parce que, je veux dire, à un moment donné, là, on dit l'excuse de la Ligue est jeune, là, je pense que ça va faire. Là. Il y a quand même, dans son cas, un historique suffisant pour pénaliser le côté récidiviste. Puis quand Ken Clee, l'entraîneur, disait « elle joue pas pour blesser. Veux-tu qu'on te fasse un petit montage, Ken Clee, là, pour vrai? » Je veux dire, elle ne fait que ça. Elle a cette réputation-là. Puis là, mettons de côté là, les posts, d'avoir liké des posts transphobes, homophobes. Oui, on parle de la joueuse je suis capable de de dire qu'elle est probablement l'une des meilleures attaquantes au monde présentement. Elle a un talent indéniable, mais c'est une joueuse... Problématique. C'est des coups de cochon. Puis elle joue pour blesser. Puis il y a une raison pourquoi les adversaires, Laïs... Il y a des joueurs avec ce talent-là, cette agressivité-là, mais qui ne seront jamais pénalisés pour des coups à la tête. Ou, mettons, à moins que tu appelles des fois 4 du bois, c'est parce que tu es plus grande que tout le monde, tu vas pogner la tête par mégarde. Là. Mais elle, c'est pas ça. Fait que, comme tu dis, c'est quoi le message que tu envoies? Puis il y avait Terria Lovac, qui a déjà été pénalisé. Il y en a déjà eu des suspensions de plus d'un match. Oui. Comment tu peux justifier que tu donnes des suspensions de plus d'un match à d'autres joueuses, mais que tu l'as jamais fait pour Britt Tucker? Puis là, pour Abby Roque, de l'avoir pris par sa cage, qui est comme totalement antisportif, de l'avoir mis à terre, tu as 250 $. Là, tu vas me dire, mais le salaire, il est pas élevé. Oui, mais tu additionnes ça. Mais il semble juste le fait de son agissement global pendant ce match-là aurait dû justifier une plus grosse suspension et surtout ses côtés récidivistes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde, là, tu dis le 250 $ pour cet incident-là particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, voyons, c'est ridicule, 250 $. Là, il faut quand même mettre ça en perspective là, parce que c'est par rapport au salaire des joueurs. Là, Oui, puis ça, c'est des montants qui sont écrits dans les conventions collectives. Là. C'est la même chose dans tous les sports. Donc, dans le fond, pour une offense X ou une première ou le premier montant, dans leur cas, c'est 250 parce que c'est toujours ce qu'on a vu. Je pense qu'une fois, Marie-Philippe, une deuxième offense dans la même saison a eu 500. C'est peut-être cette année même qu'elle a eu à un certain moment 500 parce que là, ça s'était doublé. Mais tu sais, tout ça, c'est quand même des barèmes qui sont établis. Donc, mais la suspension, c'est quoi leur barème exact? Dur à suivre. Parce que ce que tu dis, Christine, toi, c'est que il aurait dû avoir une suspension pour le coup à la tête et une suspension pas pour nécessairement. Non, je pense pas qu'on peut faire ça parce que pour le coup, ça, comme tu disais, c'est que le coup à la tête, pas le coup à la tête, le coup qu'elle a fait à Rock, je pense que c'est des amendes prédéfinies. Il faudrait que je regarde, là, à un moment donné, s'il y aura une certaine gradation. Puis Britt Tucker, c'est pas sa première amende. Donc, comment ça, elle a toujours juste un 250 $? Honnêtement, de mémoire, je sais pas par cœur. Peut-être même dans la convention collective, il faudrait qu'il y ait une clause Britt Tucker parce que, dans le fond, ils ont établi des barèmes, mais ils n'ont peut-être pas prévu qu'une fille ferait des coups salauds comme ça à répétition. Mais c'est juste, moi, il faut être conséquent. C'est comme si la Ligue, on dit...
sais, est-ce que c'est comme, si c'était une joueuse pas super talentueuse et importante, il y en aurait donné, tu sais, 3, parce que dans le fond, ça viendra pas ternir le spectacle parce qu'elle est une joueuse de 4e trio. Mais là, vu que c'est une bonne joueuse, est-ce que ça influence leur décision? Je ne sais pas. Mais je pense que on n'a pas vu encore une seule fois une sanction en mentionnant le côté récidiviste, alors que dans la Ligue nationale de hockey, ils vont le dire souvent, c'est tant de matchs de suspension à cause que c'est des offenses à répétition. Donc, je pense qu'on est rendu là. Ben là, après 3 ans, on peut plus dire la Ligue est trop jeune, puis je pense qu'ils vont devoir se pencher là-dessus. Tu sais, Butakel, en même temps, ça fait partie du spectacle. Les gens, tu l'as eu quand elle touche la rondelle un peu partout. Ça s'était un peu calmé. À Montréal, les gens sont assez fafanes. Puis d'un côté, je me dis, il y en a qui peuvent être contre ça, mais en même temps, je fais attention à ce que j'allais dire, je trouve ça beau. Ce que je veux dire, c'est que un mardi soir de tempête, là, qu'il y a comme 6000 personnes, puis que les gens quand Butakel touche la rondelle, c'est que, OK, les gens sont investis puis ils suivent la Ligue pas à peu près. Ouais. Puis là, c'est pas aidé. Puis je répéterai pas présentement à Radio-Canada au micro qu'est-ce que la foule scandait. Mais mettons que les arbitres, ils ont été suppléés un petit peu. Oui, puis ça a été quand même un moment important des séries. Butakel qui manque 2 matchs. Puis là... Oui, c'est ça, qui manque la moitié du premier. Je comprends, vous comprenez. Mais là, Montréal a joué hier, mardi soir, et là, sont en voyagement aujourd'hui, mercredi. Ils sont présentement dans l'avion. Le vol est à 7-8 heures ce matin. Et elle joue demain, jeudi et vendredi. C'est serré comme horaire. Mais en même temps, c'est la même chose pour les 2 équipes. C'est ça, je me dis. Ouais. Mais pour vrai, je veux dire, moi, présentement, j'agonise un peu avec ma courte nuit. Mais j'ai pas joué 6 périodes de hockey. Puis mon vol, je m'en vais au Minnesota, mais je pars ce soir. Je pars pas ce matin. Donc, les filles ont sûrement dormi 2-3 heures. Voyagement. Il faut être à l'aéroport assez tôt. Mais en même temps, je me dis, c'est équitable. Puis comme elle dit, ils sont vraiment en forme. C'est des athlètes. Ils sont capables de gérer leur corps. Je comprends, là, mais tu sais, mettons que les 2 matchs de jeudi-vendredi se ramassent en 2-3 prolongations. C'est comme... Ça se peut qu'on fasse appel à mes services si ça se passe. Il y a des gens dans le trou. Je paierais cher pour voir ça. Mais ça. Comment ça se fait qu'elle se ramasse à jouer dans un horaire aussi serré? La disponibilité d'Arena. Le Wild, en plus. Il y a 2 choses, Le Wild est en série présentement. Ils vont jouer leur 3e match là, dans les prochains jours de ce côté-là contre l'Avalanche. Donc, c'est pas elles qui sont propriétaires du building, là. Elles arrivent en 2e, assurément. Donc, ils ont des fenêtres qui doivent donner des disponibilités de match. Donc, il n'y a comme pas beaucoup d'options. Là. Mais c'est 2 choses qui dictent parce que l'autre série a une semaine de pause. Oui, qui est quand même 6 jours. Tu sais, puis hier, j'en parlais avec des gens de l'équipe de la Victoire, puis ils disaient, c'est intense, mais honnêtement, je pense que j'aime mieux jouer des matchs back-à-back que d'avoir une semaine de pause au cours d'une série. Comment, comme, perdre le momentum et le rythme, même pour les partisans, là, mettons, tu t'oublies que ton équipe est en série quand tu as une semaine de pause. Après ça, il y a 2 choses. Il y a la disponibilité des arénas, mais il y a aussi les diffuseurs. Ouais. Donc, la disponibilité des diffuseurs. Des fois, il y a des conflits d'horaires. C'est de même présentement. C'est comme ça dans plein de villes où les équipes de hockey masculine, féminine ou même le basket, il y a des conflits d'horaires. Puis là, vous avez vu même le Rocket qui devait jouer vendredi. Il a déplacé le match à samedi pour ne pas être en conflit d'horaire avec la Victoire et le Canadien. C'est sûr que pauvre Rocket, tu sais, comme hier, il y avait 7500 à la Place Belle. Fait qu'on dit, c'est dommage, pas une salle con, mais à un moment donné, les gens ils ont aussi un budget limité. Là, c'est quand même un mardi soir. Puis arriver un mardi soir à la Place Belle hier, c'était tout un défi. Mais après ça, tu sais, les gens, il y a une partie que je pense pas nécessairement c'est le même base de partisans, mais je pense que présentement, tout le Québec est fan du Canadien. Tu sais, veut pas. Mm-hmm. Donc, si les gens savent qu'il y a des matchs qui s'en viennent au Centre Bell, puis là, après ça, tu as le Rocket. Fait que toi, ça va quand même bien, là. Le Rocket, j'ai vu des billets à vendre 9,99, là. Fait que, tu sais, 7500, de toute façon, 7500 à la Place Belle, ça sonne comme 18 000 dans bien des amphithéâtres. Ça t'inquiète pas. Non, c'est ça. C'est juste que c'est sûr que ça sera pas évident, puis il faudrait pas que le match de jeudi se rende à 3e prolongation. C'est là qu'on va voir quelle équipe a les meilleurs préparateurs physiques. Fait que Manu Blais,
On pense à toi. Ben, en tout cas, on leur souhaite aux deux équipes que ça se rende pas en triple prolongation pour le match de jeudi Pour nous aussi. et de vendredi, et pour Christine qui sera là-bas. Oui. Mais pendant que les 4 meilleures équipes se battent pour la Coupe Walter, la Ligue ne dort pas parce que là, on a eu la confirmation qu'il y aura bel et bien une équipe d'expansion cette année. Detroit, make some noise! It's Hockey Town, baby. Come on. It's Hockey Town. We're Hockey Town. There's no other place better than Detroit. Hockey Town! Detroit deserves a PWHL team because the fans really show up. The fans chanting, we want a team. We might get it. We've broken attendance records in the past. Feel the record breaking. Listen to that crowd. Everyone's very, very excited to be a part of history. Detroit is a huge hockey community. We're all in it together. If Detroit had a team, a lot of little girls would be able to see that playing hockey is something that's possible for them. Pretty incredible to be here in Detroit and get to inspire the next generation. I play hockey and I'm a girl, and it's special knowing there's other ones that are pro. If Detroit had a team, we would be here all the time. It's clear from the support that Detroit wants a team, so I think that in the next expansion, we really deserve one. Yeah! Qu'il y a une équipe d'expansion confirmée. Oui. On s'attend à ce qu'il y en ait 4, mais là, on vient de confirmer Détroit. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce marché-là? Ben, Bonne idée. Ben oui. J'ai hâte de voir, est-ce qu'elles peuvent jouer dans le même amphithéâtre que les Red Wings? Parce que c'est là qu'il y a eu le match aller pour la grande tournée. C'est vraiment un amphithéâtre incroyable. Ben, là. c'est ce qu'on attend. Là. C'est juste que le basket, il y a beaucoup de monde dans cet amphithéâtre-là, mais c'est probablement l'un des plus beaux amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y a une culture de hockey bien implantée. Puis là, je regardais sur les réseaux sociaux des spéculations. Là. Mais il y a un nom qui sort potentiellement, mettons, quelqu'un qui pourrait peut-être être directrice générale de cette équipe-là. Puis ça sort Manon Réaume. Ben, elle est au Michigan. Qui était au Michigan, qui ouais. est impliquée dans l'écosystème du hockey dans la région de Détroit. Ouais. Elle a été impliquée longtemps avec, justement, eux autres, c'est beaucoup les Little Caesars, là, ceux qui suivent le hockey, le tournoi Pee-Wee de Québec, là, pendant des années, Little Caesars, ils viennent peut-être encore, là, mais pendant des années, ça faisait partie des équipes qui sont dominantes. Tu sais, le Michigan, on dit toujours, bon, le Minnesota, c'est l'État du hockey aux États-Unis. Le deuxième, c'est assurément le Michigan. Puis on en avait parlé là, dans un des balados il y a quelques semaines, à quel point aussi géographiquement, ça a beaucoup de sens. Là. Ouais. C'est assez central. Donc, proche de la région, de tout ce qui est Toronto. Il y a beaucoup de joueurs qui proviennent de cette région-là. Beaucoup de joueurs qui viennent du Michigan parce que c'est dont Abby Rock, populaire. je ne me trompe pas. Puis, tu sais, t'es déjà un peu à mi-chemin avec les équipes de l'Ouest qui, au moins, là, on sait qu'ils ont un pôle un peu plus rapproché pour se rendre. Donc, je pense que... Puis, la tournée, la grande tournée a aussi eu un succès à chaque année. Puis, je me rappelle pas, peut-être que même à l'époque, là, que c'était juste la PWHPA là, qui faisait des matchs, ils étaient peut-être même allés à Détroit. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. Tu sais, là, je veux dire, là, c'est pas confirmé. Ce qu'on entend, c'est que, selon nos informations, c'est que ce serait 4 équipes. Il y a peut-être des choix qui vont surprendre et qui vont être plus, ça sort d'où. Ce choix-là, pour moi, il est justifié. Ouais. Je pense même que c'est un marché qui pourrait intéresser des joueuses américaines dans le processus d'expansion ou des joueuses autonomes parce que, comme je dis, il y en a beaucoup qui ont soit grandi là-bas ou qui ont fait leur parcours universitaire dans la région du Michigan, dans l'État du Michigan. Donc, je pense que c'est un truc logique. Puis, tu sais, je pense le fait qu'ils disent on va faire le repêchage là-bas et la remise des prix à Détroit, c'est qu'on croit énormément à ce marché-là. On va faire ça dans ce bel amphithéâtre-là, puis on veut marquer un grand coup. Là. Hier, avec l'équipe des réseaux sociaux, on essayait de trouver un peu où est-ce qu'elle allait annoncer les nouvelles équipes. Fait qu'on essayait sur Instagram tous les noms, là, comme c'est PWHL, barre-en-bas, Charge. Fait que là, on a essayé PWHL, barre-en-bas, Détroit. Le compte existait. On a aussi trouvé un PWHL, barre-en-bas, Edmonton. Ce serait pas fou. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait une équipe canadienne. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas de... En fait, c'est aussi, tu sais, je veux dire, on est journaliste, mais moi, tant que ce sera pas vrai puis annoncé, parce que aujourd'hui, on se demandait au début est-ce qu'ils vont annoncer les 4. Là, dans le fond, on était à Détroit, on va marquer un grand coup, probablement qu'ils vont faire des événements, puis on veut
étaler ça sur le temps. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des villes qui ne sont pas totalement prêtes encore à annoncer, qui restent peut-être des papiers à signer, si tu comprends ce que je veux dire. Mais Edmonton, je pense que ce serait un choix logique. J'ai l'impression que les 2 marchés canadiens présentement qui se disputaient, c'est Québec puis Edmonton. Mais je pense qu'Edmonton a une longueur d'avance. Géographiquement, encore là, faut que tu aies des équipes dans l'Ouest. On a parlé à quel point c'était difficile pour les équipes de voyager, là. Puis bon, il y en a qui disaient que c'était une excuse, mais en même temps, physiquement, pour ceux qui voyagent pour le travail, ils comprennent à quel point c'est pas toujours glamour. Puis c'est difficile physiquement. Ça serait extrêmement surprenant qu'il n'y ait pas au moins un marché canadien, là. Dans le sens que les marchés qui fonctionnent le mieux restent les marchés canadiens, même actuellement dans la Ligue. Puis en même temps, ben c'est ça, on veut se rapprocher de l'Ouest. On en a parlé. C'est sûr que j'espère encore, évidemment, que Québec va être là. Mais quand on parle d'exploiter, de découvrir des nouveaux marchés, Edmonton est un marché à part entière versus Québec est un marché... oui, il y a la région de Québec, mais il reste un marché québécois, tu sais, dans le sens que l'écosystème de la Victoire, tout comme le Canadien de Montréal, ça englobe la province. Donc, j'ai envie de dire que c'est pratiquement un marché déjà acquis, alors que l'objectif de la LPHF, avoué, c'est de développer des marchés, c'est d'aller chercher des nouveaux endroits pour développer, alors qu'ici, j'espère là, qu'on va avoir une super bonne nouvelle, mais dans une optique de développer des marchés, aller chercher des nouvelles personnes, puis avoir un fanbase unique, Edmonton c'est logique. Est plus logique. La fanbase va être séparée ici, tout comme il l'a été à l'époque des Nordiques. Là. Puis je trouve que c'est quand même une drôle de stratégie de nommer les équipes d'expansion une à la fois, comme ça. T'es pas d'accord, Steph? Toi, tu trouves ça... Ça crée ben c'est sûr que ça crée de l'engouement autour de la ville. Ben, côté marketing, ça fait absolument... Ça a ben du sens, là, dans le sens que tu veux créer un happening. Dans la ville en question. Tu veux pas être justement à Détroit puis dire, on vous annonce aussi que, disons, Edmonton et XY entre. C'est comme si c'était moins importante, les équipes. Exactement. Donc, à chaque fois, il va y avoir 4 équipes d'expansion. Tout le monde est pas mal sûr de ça. Ben, à chaque fois, c'est un événement. Donc, ils vont se rendre dans chaque ville à chaque fois. Sûr. Parce qu'en même temps, côté marketing, côté publicitaire, je vois pas d'autres options que ça. Puis bon, je suis souvent pas en accord avec beaucoup de choses que la Ligue fait. Puis je le mentionne régulièrement. Mais ça... C'est peut-être juste ma petite frustration de comment... Non, mais ça dépend. C'est que s'ils faisaient juste diffuser leurs réseaux sociaux avec un montage vidéo, voici les 4 équipes, c'est une chose. Mais là, ils choisissent de se déplacer dans les villes, puis d'en faire un événement en soi, puis d'amener les gens qui vont gérer cette ligue-là, puis avec le propriétaire, le propriétaire de la ligue, le nom de l'équipe. Je trouve que ça, c'est logique. Après, il reste les... Mettons qu'on dit une équipe canadienne, il en reste 2. Là encore, je ne vais pas me prononcer. J'entends des choses vraiment surprenantes, des villes qui n'ont pas rapport, qui n'ont pas accueilli la grande tournée. Exact. Et on en avait parlé, je pense, Vegas notamment. Ouais. Et certains parlaient aussi, m'ont dit, un marché en Californie. Fait que ça, je trouve ça quand même... ça sort un peu de nulle part, là. Il y a d'autres informations qui ont fuité. Le repêchage d'expansion. Puis en fait, je peux même pas dire repêchage parce qu'il n'y a pas vraiment de repêchage. Là, je dois le dire, là, il n'y a rien d'officiel dans tout ça. Mais en fait, c'est qu'on sait. C'est vraiment, tu sais, je pense que Steph Fimon peut dire que c'est le document qui a été envoyé aux joueurs. Et aux équipes, mais c'est la version 1. Donc, il peut encore avoir des changements. Mais là, c'est le format d'expansion qui a été partagé. Là, j'ai lu ça, OK, pour que vous n'ayez pas à le faire. J'ai fait un petit résumé. Je pense que j'ai dû passer comme 3 heures de ma journée hier à essayer de comprendre cette affaire-là. Donc, je vous dis tout de suite, là, si jamais à un moment donné, il y a comme des incongruités, là, je suis désolée, là, j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais de ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a 5 phases. Il y a la phase de protection, la phase de signature des joueurs avec les équipes d'expansion, la phase d'ajustement pour toutes les équipes, la phase compléter les équipes d'expansion et finalement le marché des joueurs autonomes. Là, ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Là, ce qu'on va faire, OK, c'est que on va passer chaque phase là, pour comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer, puis on va faire une genre de figure de cas avec la victoire pour que... C'est difficile à vulgariser quand même, là. On va faire de notre mieux. On dit figure de cas ou un cas de figure?
C'est une très bonne question. C'est beau, on continue. En tout cas, on enchaîne. On vous reviendra avec ça. Moi, je vote pour figure de cas. D'accord. Donc, de ce qu'ils ont expliqué avec ce format d'expansion, c'est que le but, c'est de donner le plus d'agentivité possible aux joueuses pour qu'elles puissent aller négocier leur contrat. Donc, première phase, la protection. Les équipes peuvent protéger 3 joueuses, ce qui ressemble à l'année dernière, mais la différence, c'est que l'année dernière, les équipes d'expansion ne pouvaient pas aller chercher les joueuses autonomes. Cette année, elles peuvent le faire. Donc là, la Victoire aurait à protéger 3 joueuses, autant parmi les joueuses qui ont des contrats que les joueuses autonomes. On fait un cas de figure, figure de cas. Qui est-ce que vous... décidez bien. Mais est-ce que je peux mettre juste un petit aparté pour Jacques-Alexis? Parce que notre réalisateur, il aime ça, trouver des potentiels scénarios catastrophique. Pas catastrophique. Non, mais juste pour contourner un peu. Là, c'est un rebelle. Oui. Là, il dit, premièrement, admettons que Marie-Philippe se fait opérer. Ben là, tu dis, il y a peut-être une clause qui fait que tu est intouchable, elle reste à Montréal, puis là, tu peux en protéger une autre. Ou si, exemple, une Marie-Philippe, ça, c'est Jacques-Alexis. Moi, j'aurais jamais dit ça. Puis Jacques-Alexis dit, mettons que Marie-Philippe dit, moi, je ne jouerai jamais ailleurs qu'à Montréal, sinon je prends ma retraite. Donc, tu la protèges pas, mais il n'y a aucune autre équipe qui va oser aller la chercher parce qu'ils vont perdre, dans le fond, un choix. Un peu comme Amanda Kessel, à l'époque, en Montréal, l'avait repêché. Fait que c'est ça qu'il disait. Fait que je sais pas s'il va y avoir des petits contournements. Jacques-Alexis, c'est des bons scénarios. Je t'invite à téléphoner aux directeurs généraux pour leur donner des idées. Bien, c'est ça. On pourra débattre des différents scénarios. Je suis prête à parier ma maison. OK? Sur Stacy, Poulain puis des biens. C'est ça. On pourra débattre des différents scénarios après. Là, c'est juste pour le but de l'exercice, de mettre des noms un peu sur ce processus-là qui est très lourd, on va se le dire. Donc, Stacy, Desbiens, Poulain sont protégés par la Victoire. On passe à la phase 2, c'est la signature des joueuses avec les équipes d'expansion. OK. Les équipes d'expansion soumettent une liste de 20 joueuses. OK? Dans cette liste-là, c'est des joueuses qui sont protégées. Non, je recommence ça. Les joueuses doivent être soit des joueuses non protégées ou des joueuses qui ont un contrat qui vient à échéance. Donc, évidemment, tu ne peux pas mettre les Stacy, Poulain, Desbiens. Pas mettre Gosling non plus, parce qu'elle a un contrat. Non, elle peut mettre... Ben oui, tu peux mettre Gosling. Si son contrat ne vient pas à échéance? Les joueuses les joueuses doivent être des joueuses non protégées ou des joueuses qui ont un contrat qui vient à échéance. Et non, OK. Bon point, Christine. Hey, merci, une chance que tu es là. Donc, à ce moment-là, les équipes d'expansion peuvent offrir 2 types de contrats aux joueuses. Le premier, c'est une offre de franchise d'expansion. OK. Ce contrat-là, chaque équipe d'expansion en a un seul et la joueuse n'a pas le choix d'accepter. Elle est obligée de signer avec l'équipe. Les joueuses vont signer pour un salaire de minimum 100 000 $ ou son salaire actuel, donc celui des deux qui est le plus élevé. La joueuse choisit la durée du contrat, ça c'est quand même intéressant, entre 1 an et 4 ans. Et si c'est un contrat de plus d'1 an, il y a une prime de 20 000 $. Le contrat est garanti. Ça, c'est le premier contrat qu'ils peuvent... Là, dans les nouveautés, contrat de 4 ans, c'est nouveau. Oui. Ça n'existait pas avant. C'était max 3. Donc là, ta figure de cas, exemple. Oui. Une équipe d'expansion va chercher Gosling, elle n'a pas le droit de dire non. Ben là, non, parce que c'est ce que tu viens de dire, là, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher Gosling parce qu'elle n'a pas un contrat qui vient à échéance. Mais c'est-tu où ou et? Tu comprends mon point? Oui. Ben, moi, ma compréhension, pour en avoir discuté, c'est qu'effectivement, ils pourraient perdre Gosling. Parce donc, que si c'est... ils pourraient perdre Gosling dès... C'est ça, c'est non, parce que c'est un ou l'autre. Elle n'est pas protégée. Elle ne peut pas être protégée. Elle n'est pas protégée. Donc, c'est correct. 3. Ils pourraient décider de la protéger si on suit. C'est ça. Mais non, exactement. C'est un ou l'autre. Ils peuvent aller chercher une joueuse non protégée qui a un contrat, donc ils pourraient aller chercher. Dans notre figure de cas, donc, Gosling pourrait être prise. Oui, puis là, elle ne peut pas dire non, mais elle choisit son contrat, puis elle a un bonus de 20 000 $. OK, puis donc, là, les partisans pleurent. Puis Jacques-Alexis vient de me confirmer qu'on dit cas de figure. Donc, ben c'est ça, je ne l'ai pas te... Non, mais ça se peut. Ben non, mais c'est parfait. On dit mais... On peut juste utiliser le mot exemple. Non, mais c'est les jeunes disent figure de cas. C'est ça, c'est un truc de Gen Z. Anyways. Le deuxième contrat que les équipes d'expansion peuvent offrir, c'est une offre à une joueuse fondatrice. Ce contrat-là, les joueuses ne sont pas obligées de l'accepter. C'est un contrat d'un minimum de 2 ans, 80 000 la première année, 82 500 la deuxième année. Si la joueuse refuse, elle doit avoir signé un contrat avant la fin de la phase 3. Ouais. Elle peut signer ailleurs.
ailleurs. C'est ça, Exactement. exact. Pourquoi on appelle ça joueuse fondatrice? Est-ce que ça fait allusion automatiquement à ces joueurs, les joueuses fondatrices, là? C'était les trois C'était qui avaient les trois au signé départ, à là. l'origine. Les joueurs. Ouais. Fait que Ben là, là, je dois vous dire aussi que j'ai traduit des Fait que ça a termes pas qui rapport. venaient de l'anglais, là, parce que j'avais pas vu ces termes-là en français, mais c'est que je pense que joueuse fondatrice, c'est Oui, parce oui. que ça fait Elle est partie des importante. premières joueuses Exactement, qui vont c'est ça. faire partie de ces équipes-là. Ouais. Si les équipes d'expansion doivent avoir 5 joueuses dans leur équipe à la fin de la phase 2, si elles n'y arrivent pas, elles pourront aller chercher une joueuse non protégée qui fait partie de sa liste. Puis ça, c'est important parce que ça veut dire que si elles n'arrivent pas à s'entendre avec 5 joueuses, elles peuvent décider là, que la joueuse le veuille ou non, d'aller chercher une fille de sa liste qui n'est pas protégée. Oui. Bon. À cette phase-là, les équipes existantes peuvent perdre un maximum de 3 joueuses. Mhm. Donc, disons qu'on perd Gosling avec le premier contrat, on pourrait perdre 2 autres joueuses. Ben, on pourrait perdre Rock, assurément. Quelqu'un pourrait vouloir aller la chercher. Puis, Mais je pense que là, j'ai l'impression, est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce que je me dis, tu sais, je veux dire, mettons, une équipe va aller en chercher 5. Je pense qu'il existe quand même des joueuses plus intéressantes peut-être ailleurs. C'est dur à dire. Il faudrait qu'on fasse la liste de chaque joueur. C'est quoi les 3 qui viendraient protéger? Tu sais, moi, ça dépend. Une jeune joueuse, Mlinkova, OK. intéressante parce que, tu sais, c'est ça, c'est dangereux. OK, parfait. Fait que là, à la phase 2, on a perdu Peut-être Dara Mlinkova. Greg, on sait pas. OK, ben on va dire Mlinkova, Rock et vous aviez dit Gosling. Début de la phase 3, ajustement pour toutes les équipes, OK? Ouais. Donc, dans cette phase-là, toutes les équipes peuvent s'entendre avec 3 autres joueuses. Donc, elles vont maintenant protéger 6 joueuses au total. C'est la victoire, vous protégez qui? ben, là, si on a perdu Gosling, Rock puis Mlinkova, on Tabin, protège de la défense un peu. Tabin. Tabin, même, je veux Flair. dire. J'irais peut-être même avec... Des Girolamo, je sais pas. Tu sais, moi, je ferais 2 défenses, assurément, sur 3, parce que là, t'as plus personne en défense. Ils vont aller chercher. Connaissant, ils vont protéger Rendula Ambrose. Ah, je pense pas. Ben moi, je pense qu'ils ne devraient pas la protéger, mais le côté, genre, loyauté, elle est là depuis longtemps. Ouais. Mettons, rendu la dernière joueuse, je pense qu'ils pourraient la protéger. Mais OK. Ouais, peut-être. On Mais pourrait si j'étais revenir, directrice on pourrait générale, non. revenir sur Ambrose, là, mais juste pour ici, vous avez Exemple. dit Tabin, Ambrose et Flaherty? Non, c'est qui qu'on a dit en avant? J'avais dit Girolamo, mais on fait Ouais. 3 défenses. Non, non. jamais. 2 qu'ils vont défenses, protéger. puis on dit n'importe quoi, là. C'est pas grave. Ah, on dit- vous aviez dit Mlinkova. Oui, Mlinkova, mais parfait. honnêtement, Murphy pourrait être Murphy. quelqu'un qui Mais là, est protégé. compliqué pas Non, mais on dit n'importe l'exercice. quoi, on s'en fout, là. On débat pas. OK, On dit juste, ouais. on perd 3 joueurs. C'est ça, on perd 3 joueuses. OK, De toute façon, parfait. ouais. Donc, Tabin, Mlinkova et on a dit Ambrose. Les joueuses qui ont des contrats qui viennent à échéance peuvent signer avec n'importe quelle équipe à ce moment-là. Donc, s'il y a une joueuse qui n'est pas contente à Montréal, peut dire oui, moi, je décide d'aller à Toronto. Ben, une Dubois qui signe un contrat annuellement, donc un contrat d'1 an. À la Ouais. fin de la saison, elle devient joueuse autonome. Mais là, on donc, fera- elle a fait partie, exemple, de ce groupe-là. Mais là, assumons que toutes les joueuses de la Victoire veulent rester là et sont bien heureuses à Montréal. Les équipes d'expansion peuvent elles aussi s'entendre avec 3 joueuses qui ont des contrats qui viennent à échéance dans cette phase-là. On est rendu à la phase 4, guys. Restez avec nous, ça se passe bien. On complète les équipes d'expansion, OK? Les équipes d'expansion complètent leur formation jusqu'à 10 joueuses avec les joueuses non protégées. Dans cette phase, les équipes d'expansion doivent s'entendre avec des joueuses qui ne faisaient pas partie de leur liste de souhaits, la fameuse 20. liste de 20 joueuses du début. Exact. Là, il faut qu'on sorte de cette liste-là. Si les équipes d'expansion n'atteignent pas le seuil de 10 joueuses, elles pourront aller chercher des joueuses non protégées qui ont des contrats avec d'autres équipes. Et ça dans ce que j'ai lu, ça dit que les détails ne sont pas confirmés encore pour ce scénario. Ouais. là Ça, là. moi, ce que j'ai compris, c'est ce qui est la partie qui fait vraiment pas plaisir à beaucoup, c'est que autant certaines équipes que certaines joueuses, parce que, exemple, tu es une joueuse qui n'a pas été prise, mais tu as signé deux ans avec une équipe X, ben là, parce qu'eux autres, ils se sont pas entendus avec des joueuses qui étaient plus éligibles, ben c'est comme, ben là, finalement, toi, t'avais envie de rester, exemple, à Ottawa, ben je te prends quand même. Donc, le fait d'avoir autant de joueuses avec des équipes avec des joueuses avec beaucoup de contrats que tu espérais garder parce qu'ils ont des contrats, ben ils peuvent partir quand même. Fait que c'est sûr que, tu sais, une fille, c'est ça, qui a envie d'être à une place, ben là, tu fais comme, ben merci, bonsoir. Fait que, Je trouve qu'on l'a présenté, Hey, ce scénario-là, là, cette stratégie-là, comme on donne plus de pouvoir aux joueurs de choisir où elles veulent aller, puis pas tant, finalement. Ouais. Genre, à part une joueuse, la joueuse d'exception, qui va avoir le droit de refuser, Ouais. C'est ça. c'est tout. Tu sais, une joueuse autonome peut déjà choisir où elle veut aller.
Fait que, ouais, moi, je trouve que que ça... encore, bon, tu décides. Ouais. Mais Je dans trouve tous que les les cas- jeunes, ils perdent un peu les jeunes joueuses. Ils sont plus perdants. Qui sont plus les nouvelles bonnes jeunes joueuses qui sont rentrées, je trouve qu'elles sont davantage perdantes que les joueuses autonomes qui signent aux années. Ouais. Ben, à la fin de cette phase-là, par contre, les équipes actuelles n'auront pas perdu plus que 4 joueuses sous contrat. Donc, disons on est avec l'exemple de la Victoire, on avait déjà perdu 3 joueuses. On en a une 4e qu'on pourrait avoir perdue à ce moment-là. On n'avait pas protégé Di Girolamo, par exemple. Sous contrat, parce que là, Ouais. Ambrose n'avait pas re-signé, elle. Je pense qu'Ambrose, elle est due pour Parce que là, elle a signé à un la fin 3 de la ans au saison. départ. Fait Exact. qu'elle, elle n'a plus de contrat. Puis elle n'avait pas été extensionnée. Il me comme, semble que non. Stacy puis. Fait que, tu sais, donc elle fait pas partie des joueurs sous contrat qu'elle pourrait perdre. exact. Mais vous l'aviez déjà protégée dans votre scénario de toute façon. Ah, Potentiellement. dans le Potentiellement, mais on n'est plus sûr. On n'est pas sûr. C'est juste qu'en fait, rendu là, parce que tu sais, Très Flaherty avant. on réfléchit, on est genre Flaherty ou Skamura ou. Là, tu fais, ouais, peu importe, là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est un débat éternel. C'est du Ce qui pareil fait au même. plus là. mal, tu sais, c'est vraiment potentiellement, tu perds une Gosling comme tu as perdu une Kayla Barnes l'année Mais c'est ça, c'est passée. que tu perds ton premier choix de 2 années de Tu sais, suite. je veux dire, à un moment Pour donné. une fille qui a signé pour 2 ans chez vous. Tu rebâtis encore à zéro ton Il équipe. aurait dû monter à 4 ou à 5. Mais là, on y est presque, OK? Dans toutes ces phases-là, on est rendu à la phase numéro 5. C'est la phase du marché des joueurs autonomes, probablement la plus simple. Les joueurs autonomes peuvent soit re-signer avec leur équipe ou attendre l'ouverture du marché qui pourrait avoir lieu le 19 juin. Puis les équipes d'expansion vont compléter leur formation avec le repêchage de la LPHF qui pourrait avoir lieu le 17 juin. Les détails pour ce processus d'expansion-là vont être officiels dans la semaine qui s'en vient. Donc, pour l'instant, ce sont les informations qu'on a. C'est compliqué. C'est lourd. Moi, j'aimerais ça être dans... Voir ça, cette table de négociation-là, là, tu sais, je veux dire... Je trouve Le que brainstorm. Le brainstorm, là, je veux dire, je trouve... Je sais pas, premièrement, ils se sont inspirés de quoi ou de quelle ligue ou de quelle stratégie, honnêtement. Je trouve que c'est compliqué. Je pense que, comme tu as dit, Steph, après l'expansion de l'année dernière, la première chose de base que la majorité des gens ont dit, c'est protégeons 5 joueurs plutôt que 3. Partons comme ça. Donnons Puis une chance aux équipes qui essayent de C'est se ça. bâtir depuis 3 ans puis qui ont bâti ta ligue et ton marché. Tu sais, Moi, 5, c'est ça qui me dérange. 5, puis après ça, go. OK, l'expansion, on peut aller chercher les joueuses, mais donne une chance à ces équipes-là. Tu sais, je veux dire... Ou donne-toi une chance 3 plus, tu as le droit de protéger, mettons, le premier choix. Tu peux protéger... Ton premier choix, oui. Ou un de tes choix de l'année passée, donc une de tes nouvelles, une de tes recrues, tu as le droit à 3 plus une recrue au minimum. C'est ça. Donc, la majorité, évidemment, New York va protéger une Kaltunkova, exemple, mais il n'y aurait pas une obligation de la protéger dans les 3 premiers. Puis là, j'ai pris évidemment cet exemple-là parce que c'était le premier choix au total l'année passée, mais c'est ça, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, tu sais, des fois, réinventer la roue, c'est pas toujours... C'est pas nécessaire. C'est pas toujours nécessaire, puis l'inquiétude, c'est toujours, les gens sont comme, ben là, m'achèterai pas de chandail, ou en tout cas, je le ferai pas écrire dans le dos. Puis là, on s'était attaché à une Barnes, elle faisait bien, Gosling, wow, probablement la joueuse qui a le plus progressé dans la saison, mais après ça, OK, là, ça se peut qu'on la perde. Mais on dit ça, mais bon, peut-être que... Mais j'aimerais quand même vous partager une réflexion parce que là, dans notre cas de figure qu'on a fait plus tôt, vous avez protégé Marie-Philippe, Laura et Anne-Renée, mais Nico se questionnait par rapport à ça cette semaine, qui disait à quel point Anne-Renée Desbiens est intouchable. J'explique, on a vu que tu peux gagner la Coupe Walter sans avoir la meilleure gardienne de la Ligue. Est-ce que ça vaudrait la peine de ne pas protéger une Anne-Renée, de perdre cette joueuse-là, mais en même temps pouvoir bâtir l'équipe avec des joueuses qui sont un peu plus jeunes, comme une Gosling, par exemple? Non. Moi, j'allais dire, je trouve... Oui, en termes de business. Oui, exact. Mettons que la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens, s'appelle Susan... Thompson. Susan Thompson. Puis elle est vraiment bonne, là. Ouais. Je dis oui. Mais on parle d'Anne-Renée Desbiens. Je comprends au niveau stratégique, de business, Charlevoix. hockey, je comprends la stratégie, mais ça se passera pas. Premièrement, Anne-Renée Desbiens, il en reste moins qu'il en restait. Elle n'ira pas jouer ailleurs. Il n'y a aucune chance et une Danielle Sauvageau ne la laissera pas aller jouer ailleurs. En fait, ça n'existe pas, ce scénario-là. Mais je comprends la logique.
Oui. C'est juste que, tu sais... Point de vue hockey, je suis d'accord C'est logique. je suis d'accord avec Nico que puis on le voit même c'est ce que tu sais justement que ton meilleur ou ta meilleure joueuse soit une gardienne, on le voit même au niveau de la LNH dans les dernières années que c'est pas toujours tu sais les gens reviennent avec Aiden Hill a gagné la Coupe Stanley avec Vegas il y a quelques années, je suis même pas sûre qu'il est encore dans la ligue. Donc effectivement t'sais, notre problème n'a pas été de ne pas donner de but dans les dernières années, ça a été d'en marquer en séries éliminatoires. Mais quand on suit la logique humaine derrière l'organisation, ça serait extrêmement surprenant. Puis en même temps, la job des DG puis de leurs équipes, c'est de trouver des petits tweaks, de trouver des manières de convaincre, d'essayer là, le plus possible d'aller chercher un avantage. Fait que c'est sûr que, tu sais, Daniel et son équipe sont déjà à pied d'œuvre à voir tout ce qu'ils peuvent aller chercher. Tu sais, un exemple, là, c'est Lina Ljungblom, là, qui avait été repêchée au tout dernier choix, là, en fin de repêchage, parce que tout le monde disait, elle est sous contrat en Suède. À Montréal, Daniel Sauvageau a pris le pari. Finalement, elle a réussi à l'amener la deuxième année à Montréal, puis on a vu une progression depuis les Jeux olympiques. Cette année, incroyable. Oui. T'sais, moi, c'est juste que je comprends que c'est une business. Puis la Ligue veut faire grandir le produit, veut agrandir le marché, puis je le comprends. Mais dans cette business-là, je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a le produit sur la patinoire, donc tu ne veux pas non plus diluer le talent et que la qualité de ce qu'on a. Hier, là, je veux dire, c'est tout un match de hockey avec un match extrêmement serré. Tu veux garder ce niveau de jeu-là. Puis aussi, il faut que tu fasses attention à tes partisans. Tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les ligues, toutes les équipes, tous les marchés qui vont particulièrement bien dans tous les sports. Donc là, si tu as des partisans fidèles, faut pas que tu les écœures non plus. Ouais. Donc, Donc, faisons attention. Il y a les droits de diffusion déjà qui, des fois, ça, je veux dire, nous, ça a notre contrôle qui a créé des mécontentements. Ouais. Le processus d'expansion, les gens ont été extrêmement déçus l'année dernière. Faudrait doser un petit peu puis faire attention à ces partisans qui mettent de l'argent justement dans cette business-là. Donc, on serait très surprise que ce soit pas ces fameuses 3 joueuses d'origine qui restent, qui soient protégées. C'est l'identité, hein? À moins c'est qu'une l'identité des montréalaise dans tout ce qu'une identité montréalaise / québécoise peut être. C'est 3 des meilleures joueuses de la Ligue. Une d'adoption montréalaise qui améliore son français à chaque semaine. Puis les 2 meilleures joueuses probablement à peu près là, qu'on a connues dans l'histoire du Québec. Là. À moins que l'une des 3 joueuses ait un plan de match différent. Admettons, elle gagne la Coupe Walter, puis elle veut faire un bébé, exemple. Exact. Fait que là, mais là, sauf que, elles ont quand même signé un nouveau contrat, mais je veux dire, elles ont le droit dans la convention collective de prendre un. On spécule totalement. Donc, le seul scénario, c'est que l'une des 3 ait un plan de match différent. Et la seule façon, je pense, que le plan de match pourrait être mis en application, c'est si la Coupe Walter gagne. On dirait que tu es peut-être plus enclin à prendre une pause avec une Coupe Walter. On pourra s'en reparler une fois que la Coupe Walter sera gagnée. La semaine dernière, on vous avait dit que si vous n'étiez pas abonné à Prime Video, que vous pourriez aller voir les matchs au Nadia. Et peut-être que vous avez vu sur leurs réseaux sociaux cette semaine qu'elles ont annoncé qu'elles vont devoir quitter le local dans lequel elles sont actuellement. J'ai parlé avec une des propriétaires cette semaine pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas parce que les gens étaient pas au rendez-vous, c'est pas parce que la clientèle était pas au rendez-vous. Au contraire, elle m'a dit des fois il fallait qu'on refuse des gens. C'est vraiment une situation qui est hors de leur contrôle. Mais je vous dis, dès la semaine prochaine, elles essaient d'être de retour sous un autre format. Donc, évidemment, pas dans ce local-là. Pour l'été, elles vont adopter un format qui est un peu plus à air ouverte. Ouais. Donc, à l'extérieur. Dans ta cour. Oui, c'est ça, dans ma cour. Alors, tout le monde, je vous invite à Laval. Non. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, elle se cherche aussi un nouveau local qui pourrait être plus grand pour pouvoir accueillir cette clientèle-là. Et elle me l'a dit, là, à quel point c'était un besoin criant à Montréal d'avoir une guinguette sportive comme ça pour présenter du sport féminin. Puis, à quel point, c'est ça, la clientèle était au rendez-vous. Donc, je vous invite à aller sur leurs réseaux sociaux pour rester au courant quand est-ce qu'elles vont réouvrir. Et tant qu'à être ces réseaux sociaux, allez donc liker la page de Radio-Canada Sport, le TikTok, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre Changement de ligne, c'est là qu'on publie tout notre contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine.